Merci aux organisateurs, c'était fantastique. Donc, moi, mon dos, quand je me disais quoi de dire de plus intelligent que ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est assez difficile. Hein, c'est ouh! Mais moi, dans ma pratique quotidienne, je me heurte à un mur au niveau des gestionnaires. Je vous dirais, d'abord, les gestionnaires, ils n'ont pas de cible rétablissement, ils n'ont pas de cible de lutte à la stigmatisation. Ils n'ont que des cibles administratives. Hein. Est-ce qu'ils gèrent bien le budget? Est-ce que le nombre de séjours des patients est respecté? Et si tout ça va bien, ils ont un petit collant puis une tape dans le dos. Mais ils n'ont pas de cible. Donc, ils ne sont pas tenus. Hein? Ils n'ont pas l'obligation de le faire. Puis, tout être humain qui n'est pas obligé de le faire, mais ne le fait pas. Alors, j'ai remarqué que ça causait un problème majeur. Tu sais, s'il y avait comme cible, est-ce que vous avez un père aidant et une proche aidante dans la gouvernance de votre service de soins? Si c'était une obligation, bien, ça se ferait. Mais là, ce ne l'est pas. Ce qui fait que, par exemple, ici à Québec, ils ont fait, vous savez, des caisines là, avec le projet Ligne, là. Puis Ligne, ça dit qu'il doit y avoir des patients puis des proches dans chaque. Ils ont fait quelque chose comme 30 lignes. Il n'y avait aucun patient, aucun proche. Ça, c'est la réalité, parce qu'ils ne sont pas obligés. Donc, je vous dirais, assurez-vous, quel que soit votre niveau, si vous pouvez influencer pour que les gestionnaires aient cette cible-là. Puis, dans le même ordre d'idée, ils ont dressé un mur. Hein, quand ils parlent de patients partenaires, puis de personnes scientifiques, dans les CIUS et CIUS, vous savez, dans les CIUS ici au Québec, les patients partenaires, ils ne payent pas. Ils pensent qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Mais, puis tout en parlant, on est tous concernés, puis on a tous un savoir expérientiel, puis on a tous un savoir scientifique en quelque part. Fait que faudrait laisser tomber ces murs-là, puis qu'on travaille tous ensemble. Puis il faudrait que les gestionnaires arrêtent d'avoir peur, parce qu'ils ont peur. T'sais. J'en ai pas vu de gestionnaire de Québec ici. Là. Il n'y a pas. Ils ne veulent même pas se montrer à la face. C'est pas drôle. Là, hier, on a fait une présentation Stigma Pro. Il n'y a pas un chat. Ils étaient tous invités. Il n'y a pas un chat qui s'est présenté. Ça m'attriste. C'est vrai, ça m'attriste. Ils ne veulent pas. Puis, la question, c'est comment ça coûte. Ben, on va commencer par t'expliquer. Il y a des choses qui ne coûtent rien. Peut-être, on verra. Là. Bref, c'est un peu mon cri du cœur pour la fin. Là, essayez d'influencer vos gestionnaires. Merci. Voilà. Donc, Caroline. Je vais y aller rapidement aussi. Influencer les gestionnaires, Luc, je pense que c'est une excellente idée. Moi, j'ai envie de revenir juste s'influencer entre nous aussi. Moi, je suis psychologue, professeur à l'Université Laval aussi. Pourquoi pas s'influencer entre nous? Se questionner sur nos pratiques, sur nos façons de faire, oser dire « peut-être que je me suis trompée, peut-être que je devrais faire les choses autrement », ou même quand on enseigne, les mots qu'on utilise. Je me dis, donnons nous-mêmes l'exemple pour soi-même, mais aussi à nos collègues. Donc, on est parti de gestionnaire, collègues. On verra pour la suite. Merci, Caroline. Bravo. Donc, Pascal, hein, sans transition. Oh, pour faire plaisir à Luc, je vais faire mon techno. Non, oh là, ouais, je me la mets chaque fois trop près. Bon, sur la perception, mais on l'évoquait avec quelques-uns de la journée. Bon, d'une part, je ne regrette pas d'être venu, même si je vais me précipiter dans le train, dans l'avion, l'étude française. Donc, d'ici tout à l'heure. Et c'est vrai que la question qui était un peu le challenge que vous nous avez fixé, de se poser la question de
de la clé de lecture par la déstigmatisation ou par le stigma, je la trouve très pertinente parce qu'effectivement, c'est une clé de lecture qui est une matrice finalement très, très intéressante et transversale. Après, j'avais 4 questions. J'en ai évoqué certaines ce matin. Je ne vais pas les reprendre dans le détail, rassurez-vous. Il y en a la première, elles sont pas forcément dans l'ordre. Quand on est puisque nous appeliez à une comparaison France-Québec notamment, moi, une de mes interrogations actuelles, et Nicolas le sait, c'est qu'en fait, notre système de santé n'est pas communautaire. Et à partir de là, raisonner sur des pratiques communautaires telles qu'on le voit et telles qu'on essaie de les promouvoir dans l'établissement, ça pose la question d'éviter l'écueil ou le risque d'une psychiatrie d'un système communautaire qui ne serait que psychiatrique. Et la question de savoir effectivement comment on peut embarquer dans des expérimentations d'autres acteurs, y compris une première ligne française qui est extrêmement libérale, hein, donc qui nous pose d'autres questions. Et là, on ne peut pas être dans une comparaison pure et simple. On voit que les pratiques à la base sont les mêmes, mais comment est-ce qu'on peut les implémenter dans le modèle? Ensuite, on a un deuxième grand sujet, c'est la tendance, alors qui est marquée un peu partout, mais notamment chez nous, faute, on a parlé du NICE tout à l'heure, d'orientation de ce type, y compris une haute autorité de santé qui commence un peu plus de jouer son rôle, mais avec des référentiels qui, par ailleurs, quand ils existent, et je rappelle qu'on n'a pas de référentiel à ce jour sur les principaux troubles de psychiatrie, ça reste encore à faire, ça vient 20 ans plus tard, en quelque sorte, mais ça veut dire notamment que les référentiels ne sont pas d'application obligatoire, et ça, c'est un autre sujet. Et donc, on a tendance, dans un syndrome qui est propre à la psychiatrie française, notamment, ou à certains pays d'Europe, à faire du millefeuille, à faire de la stratification, à toujours ajouter et juxtaposer. Donc ça nous amène bien à cette question qu'on a tous dans la tête, que le modèle il soit communautaire ou autre, quel qu'il soit, de savoir comment on mute d'un modèle à un autre, parce qu'il faut savoir abandonner, il faut savoir larguer, évidemment, y compris pour des questions de ressources, parce qu'à un moment donné, c'est un peu implacable. Et comment, effectivement, on arrive à passer de l'approche par les soins, par la clinique, etc., à des modèles organisationnels. C'est là que je me fais un peu plus techno. C'est-à-dire qu'en fait, un modèle organisationnel, il interpelle également l'institution, et pas uniquement les pratiques des services, personnes, etc., de l'institution. Et c'est là qu'on a l'idée en France. Moi, c'est une sollicitation que j'ai de la part de collègues ou de présidents de commission médicale d'établissement, de lancer un consortium d'établissement, puisque ça ne vient pas par le haut, essayant de monter par le bas, si on est le bas. Bon. Et ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'on est dans une horizontalité, là encore. Il faut voir les systèmes différemment, mais très influencés par la cartographie, mais ce n'est peut-être pas ça. Et donc, comment, effectivement, est-ce que les établissements peuvent investir entre eux via des comités de pratique, un peu la transformation du système global? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les politiques publiques sont fatiguées, et que, pas que pour des raisons de financement ou de dette publique, et que ça ne viendra pas très spontanément ou à un rythme qui n'est pas adapté à ce qu'on affronte et à la vigueur ou à la dureté des transformations actuelles de nos civilisations. Le troisième point, effectivement, une des clés de lecture, me semble-t-il, du système global, mais je l'ai évoqué ce matin, vous y êtes peut-être plus, vous, que nous le sommes, nous, parce qu'on n'a pas de cette culture, c'est lié à notre système de sécurité sociale et la façon dont il s'est conçu comme un système de compensation, un système curatif dans l'après-guerre. C'est comment on développe un minimum une approche par la santé publique, par les modèles de santé publique, y compris est-ce qu'on est capable de prolonger les courbes qu'on connaît actuellement d'évolution de la prévalence des différents troubles pour savoir quelles seront nos missions demain et à quoi il faudra s'affronter prioritairement, notamment parce que les modèles de services publics versus les modèles du secteur privé libéral ou des cliniques dans notre pays clivent beaucoup, les troubles sévères et persistants d'un côté et puis les troubles fréquents de l'autre. Et donc derrière, je trouve très intéressant, on dit après qu'à chaque fois c'est un peu évident, sauf qu'on ne le fait pas, d'essayer de redécrire nos organisations, nos systèmes et nos processus par l'approche de prévention, parce que la prévention, en fait, on n'a pas cette culture-là, et quand on dit souvent c'est les autres, c'est avant l'hôpital, c'est pas la psychiatrie, mais en fait quand on rentre dans la prévention secondaire et tertiaire, on s'aperçoit qu'on a beaucoup à faire, et ça change nos grilles de lecture. Le dernier point, dans la comparaison France-Québec, c'est un point, je pense, qui nous rapproche. Alors, je fais écho à la question de ce matin, à la visite de hier matin, et puis à la visite, voyage d'études à Montréal l'année dernière. C'est-à-dire qu'on voit que quoi qu'on fasse, je pense que c'est votre cas, on n'arrive pas à régler comme tel nos modèles d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'on a des modèles, vous, très communautaires, très territoriaux, nous sectorisés, etc., mais qu'en fait, on reste avec des hôpitaux assez massifs.
qui sont issus de notre culture et notre histoire, des missions en fonction de l'hôpital et l'hospitalisation, des attentes politiques des pouvoirs publics, la criminologie et tout ce qu'on voudra, les soins sans consentement et autres. Et là, on revient sur les questions, me semble-t-il, qu'on n'a pas abordées, qui sont des questions de stigmatisation. Parce qu'un jour, il faudra aussi creuser peut-être ces questions-là. Et le constat qu'on peut faire, je vais conclure, c'est qu'en fait, le développement de l'ambulatoire n'est pas la condition suffisante et satisfaisante pour régler ces questions-là, qu'il faut affronter comme telles. C'est pour ça aussi qu'on continue à passer beaucoup de temps à Lyon sur l'hôpital, sur l'hospitalisation, sur tous ces sujets, et donnant parfois l'impression qu'on se regarde trop le nombril parce qu'on est tous là au centre du truc et qu'on ne regarde pas le territoire autour. C'est qu'en fait, certes, il y a un phénomène naturel où l'hôpital, parce qu'il en est et qu'il concentre les ressources, et sans doute, on atteint, nous, sur les ressources soignantes et médicales, à 60% d'ambulatoire, pas loin, et 40% uniquement sur l'hospitalisation, alors que naturellement, elle consomme plus. Ça, c'était le standard auquel... il y a eu Jean-Luc Roland qui est passé par là. Et pour parler... Voilà. Mais on n'en est pas loin. C'est quand même 15 millions d'euros qui ont été basculés de l'un à l'autre en quelques années. Ça peut aller assez vite, mais toujours est-il que ça ne règle pas la question, qui est franco-française peut-être, mais plus large, mais qu'il faut... À un moment donné, il y a des bouts qu'on peut traiter dans l'hôpital, mais par définition, ça renvoie à des systèmes nationaux tels qu'ils ont été conçus dans le passé, parfois même avant l'asile, ce qu'on attend de la psychiatrie. Là, on revient sur le stigma de la psychiatrie en tant que lieu d'enfermement et lieu de sécurisation pour les autres. Et donc, quelles sont les missions, fonctions? C'est très politique et c'est un investissement comme tel, parce que le développement de nos systèmes, même les plus modernistes, en quelque sorte, si on doit les qualifier comme ça, et même le développement de soins très différents à l'hôpital, avec des durées de séjour bien plus courtes, que sais-je encore, manifestement dans nos deux pays, à la différence d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés sur le sujet. On n'arrive pas, me semble-t-il, complètement à les régler. On a de l'hospitalisation qui reste très massive. Et on a dans nos pays, de par la crise, dans notre pays, une demande d'hospitalisation, une demande de lit d'hôpital, etc., qui est complètement inette, mais qui est le produit de la crise et puis de ce qui ne fonctionne pas ou pas suffisamment et de la réforme qui ne se fait pas. La réforme de l'ambulatoire qui ne se fait pas, ça crée de la demande d'hospitalisation, ça crée du recours à l'urgence et à l'hospitalisation, et ça crée un discours politique et sociétal de « Ah, mais il ne faut pas fermer des lits, au contraire, il faut en rouvrir », y compris de la part de nos propres syndicats. Et à la fin, on est cul par-dessus tech et on renforce encore l'hospitalisation par ce biais. Je ne vais pas plus loin, c'est un autre débat. Bien, merci beaucoup Pascal. Je crois que c'est mon tour. Ma conclusion, elle tient en 4 mots que je vais développer très brièvement. Donc la conclusion, c'est tous concernés, tous engagés. Tous concernés, ça veut dire repérer le phénomène, ça veut dire le mesurer, ça veut dire ne pas obérer, oser le voir, le faire constater par nos collègues, le faire constater par les proches, le faire constater par les personnes concernées. Et puis tous engagés, ça veut dire faire quelque chose contre, tous autant qu'on est. Si on fait tous quelque chose, la situation va évoluer, tous. C'est les personnes concernées, c'est les aidants, c'est les infirmiers, c'est les psychologues, c'est les médecins, c'est les directeurs d'hôpitaux. C'était mon sens d'inviter Pascal Mariotti. Je crois qu'il s'est très bien saisi du problème. Après, ça veut dire être concerné, pas administrativement, pas théoriquement, mais pour chaque personne qu'on soigne dans son hôpital. Sans empathie, sans partage d'émotions, en fait, on ne peut pas agir correctement. C'est la notion d'engagement. Donc voilà, ce que je vous demande, c'est le maximum d'engagement. Merci à tous. Merci. Et donc à Suzanne de conclure. Alors, bonjour, merci beaucoup pour la belle journée. Moi, je m'appelle Suzanne, je suis une mère de 3 enfants, dont 2 garçons atteints de schizophrénie. Alors, moi, mon plus grand vœu, c'est qu'on se rappelle qu'avant d'être une aidante, avant d'être une mise en cause, avant d'être une proche, avant d'être l'autre, je suis d'abord une mère. Et le terme le plus important pour moi, c'est ce qui s'est défini à travers la relation avec mes enfants. C'est-à-dire, le terme qui est encore le plus important, c'est « mom ». Mommy, Susie Frenette. Celui-là, il est encore plus important que tous les autres mots qu'on va me mettre. Et toute la journée, je me disais, on a donc bien de la difficulté. On veut, dans le fond, que les proches, les aidants, y aillent mieux, soient moins déprimés. Mais moi, ce que je veux, c'est que tout le monde se rétablisse en même temps. Parce que l'hôpital, pendant qu'elle ne se rétablit pas, j'ai pas accès directement à mon enfant parce que je dois peser sur une sonnette pour rentrer puis aller le voir. Pendant que l'équipe soignante est dans son aquarium qui ne se rétablit pas, bien, je ne peux pas lui demander comment mon fils a été cette nuit.
Pendant que les professionnels qui, par exemple, sont spécialisés au niveau du traitement, bon, tu sais, nos pharmaciens, pendant qu'ils restent derrière leur machine à calculer des pilules et à être spécialistes des effets secondaires et qu'ils ne se rétablissent pas, j'ai pas de discussion avec eux sur ce que moi j'observe comme proche, sur les effets indésirables que la personne qui les prend n'est pas tout à fait en mesure de le dire. Pendant que les personnes policières ne se rétablissent pas dans une approche beaucoup plus empathique, une approche mixte avec des travailleurs sociaux, j'ai peur d'appeler la P38 et je continue d'être exposée à des risques pour ma sécurité. Pendant qu'on ne parle pas de aussi ce que vivent les proches, bien, je reste mal pris avec ce que je vis parce que, en bout de ligne, si je commence à dire que peut-être que parfois j'ai peur de la dangerosité, je vais augmenter la stigmatisation de la personne que j'aime. Fait que pendant que chacun ici décide de ne pas se rétablir, vous me mettez un fardeau sur le dos. Et le pire là-dedans, c'est que vous ne jouez pas votre rôle des honorés. Honorer des personnes qui ont un très, très grand courage. Alors moi, je vais terminer ça comme cela. Je vais vous parler en 3 minutes de Gabriel. Alors, j'ai dit que j'avais 2 enfants. Michael, il va très bien. Il rentre dans toutes les courbes qui suivent tout à fait les évolutions de la transformation et du rétablissement en santé mentale. Donc, ça se promène, stabilisation, projet de vie, sens à la vie, échec, une vie quoi, avec un trouble. Par contre, j'ai Gabriel. Je vais prendre autant de temps que vous, finalement. Alors, j'ai aussi mon beau Gab. Alors, Gabriel, c'est un joueur de football. Alors, à l'âge de 15 ans, il était vraiment fier de lui. Il était le meilleur joueur, le meilleur porte-ballon. C'est le football nord-américain. Le football nord-américain. Alors, si chacun d'entre vous accepteriez de porter le ballon qu'il a tant porté dans sa vie, et si tu le passais à d'autres, parce qu'il faut le lancer, il faut prendre le risque de le lancer. Peut-être qu'on va accrocher un verre en passant, peut-être qu'il va tomber à terre, peut-être que l'autre ne saura pas l'attraper, mais si on prenait le risque de le transporter, de le porter, et voilà, comme ça. Alors, si on faisait ça, on se rappellerait que Gabriel, mon fils, bien, pendant près de 25 ans de sa vie, il a porté son ballon avec honneur, engagement, détermination. Et qu'en 2022, il a pris la décision de mettre fin à sa souffrance. On arrêterait de le catégoriser dans la colonne « il s'est suicidé ». Mais on reconnaîtrait que ce jour-là n'a pas déterminé toute sa vie, tout son courage. Il n'a pas non plus déterminé tout ce qu'on a fait pour lui. Il n'est pas aussi le résultat des équipes qui ont mal travaillé avec lui. Il n'est pas non plus, ce geste-là n'est pas la cause uniquement d'un film qui a passé à la télévision, qui a stigmatisé. Non. Son choix, il l'a peut-être fait si on le mettait dans une autre catégorie, dans le fait que cette journée-là, parce qu'il est parti avec cette réponse-là, peut-être que cette journée-là, lui, a retrouvé du pouvoir sur sa vie. Bien sûr, il m'a fait beaucoup de peine de s'en aller, mais peut-être que c'est ça qu'il a fait finalement. Peut-être qu'il y a l'échec de personne. Peut-être que quand on le voit comme ça, on continue de le stigmatiser. Puis que moi, j'ai choisi comme mère de porter tout son courage et non pas le choix, la façon dont il a décidé de mourir. Alors, lorsqu'on a eu l'opportunité, après avoir pleuré plusieurs jours, un instant, il y en a toujours un peu de même. Bien, alors, on a décidé ceci, notre famille. On a décidé de faire une grande fête, un grand événement qui allait l'honorer. Et j'ai insisté en envoyant des courriels aux équipes soignantes pour qu'ils soient là. Parce que je sais qu'ils portaient en eux la culpabilité. J'ai voulu que le psychiatre soit aussi là. J'ai aussi voulu que l'infirmière qui, dans les derniers jours, a dû utiliser des mesures de contention pour le protéger, soit là, parce qu'elle se sentait coupable. J'ai voulu que ses voisins soient là, parce qu'ils connaissaient autrement mon Gab. J'ai voulu que les intervenants qui étaient des intervenants de rue, qui avaient travaillé avec lui en y payant un café, soient là. J'ai voulu que mes amis, dont j'avais parlé toute ma vie de la maladie mentale pour les sensibiliser au fait que rentrer chez nous,
Il n'y avait pas de danger. Gab, c'était pas un dangereux, c'était le doux des plus doux. Je voulais qu'il soit là, parce qu'eux autres aussi se sont demandé si des fois leur jugement à l'égard de Gab n'aurait pas pu contribuer. Je voulais qu'il y ait 150 personnes qui se posent la question en même temps. Qu'est-ce que je peux faire pour me rétablir de ça? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui, on peut tout faire mieux. Parce que j'étais une mère, j'ai été frustrante. Parce que j'étais une mère aimante, des fois, j'ai dû être stigmatisante. Mais parce que j'étais une mère, j'étais là tout le temps. J'étais là à chaque situation qu'il vivait et je l'ai passée avec lui. Alors, on doit honorer ces personnes. On doit honorer Luc. On doit honorer toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui, qui ont le courage d'aller devant des caméras pour parler des symptômes. Si nous, comme mères, comme parents, comme professionnels, on n'a pas ce même courage-là, ça veut dire qu'on les abandonne. Alors moi, ce que je vous demande, c'est d'être des porteurs d'espoir. Et à ce moment-là, j'ai fait faire des bracelets. Puis j'ai dit à tout le monde, soyez un porteur d'espoir avec moi, parce que moi, j'en ai besoin. Et si on veut honorer Gabriel, c'est oser porter son histoire dans ce qui a été de beau, pas juste dans ces derniers jours-là de sa vie. Merci. Merci beaucoup. Toujours un peu difficile de continuer l'animation après que Suzanne Péloquin puisse... Annoncez-moi au masculin. Puis j'en prendrais 3, moi, s'il vous plaît. Peut-être 4, un pour moi, mais je ne les garde pas tous pour moi. C'est que j'ai des prix à remettre, des prix d'excellence. Puis il y a des masculins féminins. Ah oui, bon, OK. C'est même passer la... Et pas me passer la cale. Oui, c'est ça. C'est le contraire. OK. Et j'aimerais... Donc, ce que je disais, c'est toujours un peu difficile de reprendre la parole après Suzanne parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres conclusions porteuses, inspirantes qui peuvent être faites après avoir eu une aussi belle conclusion. Je dirais combiner à tous les membres de la table ici, ça fait vraiment un beau maillage de savoir qu'on a parlé ce matin. Je pense qu'on peut se dire mission accomplie aujourd'hui. Et je pense que ça peut être, Suzanne, un beau cadeau d'offrir, en plus d'un certificat d'excellence, ce merveilleux bracelet pour que les personnes qui sont excellentes, peut-être au niveau scientifique, continuent à l'être aussi au niveau plus interpersonnel et puissent se souvenir. Donc, on va faire ça. Donc, je vais attribuer les prix d'excellence. C'est la première place. Et donc, le premier prix du jury, que ça fait drôle d'arriver avec ça après une discussion autant intense. Mais on est là-dedans. Oui, c'est ça. OK, c'est correct. Donc, j'y vais avec le premier prix. Et c'est la gagnante est Noémie Lefebvre. Je ne sais pas si elle est encore ici. Félicitations. Pour le poster intitulé « Impact des difficultés cognitives et communicationnelles sur la perception des professionnels de la santé quant à la collaboration avec les personnes en début d'évolution d'un trouble psychotique ». Toutes mes félicitations. Pour de l'affiche à ta on peut reprendre une photo. OK. Donc ça, c'était pour la première place. Félicitations. Deuxième prix, Marjorie Brochu. Quand le rétablissement rencontre la réalité des soins, expérience et apprentissage des personnes vivant avec une multimorbidité physique et psychologique. Félicitations. Et le troisième prix, donc c'est le prix Coup de cœur qui est remis à Elisabeth Anderson. Félicitations. En tant que directrice de thèse, je me sens un petit peu moins objective, évidemment, c'est sûr. Comprendre les perceptions du rétablissement chez les jeunes ayant vécu un trauma à l'enfance et leurs aidants, résultat préliminaire d'une revue systématique. Bravo. Donc, le mot de la fin, Nicolas, veux-tu déclarer? Caroline, c'était un vrai plaisir. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as apporté à l'organisation, toute ton équipe également. Je voudrais remercier l'équipe du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, tous les intervenants, tous les participants.
C'était vraiment une belle journée. Je pense qu'il y a des messages très forts qui sont passés. J'espère qu'ils seront incarnés et que vous les mettrez en œuvre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, jusqu'à la fin. Et puis l'année prochaine, on se retrouve à Limoges autour d'innovation et remédiation cognitive, donc le 25 septembre 2026. Merci encore. Bonne soirée à tous.